Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle et dernière de la saison de Histoire à dormir debout. Et c'est encore une fois André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue avec Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, peut-être parce que c'est la fin de l'émission, il va y avoir des morts dans nos histoires. Et de la bière. Et dans ton cas, de la bière. Moi, je vais parler d'un personnage dont peut-être les gens de notre âge se souviennent, certains aimant peut-être mieux l'oublier, Idi Amin Dada, le maréchal Idi Amin Dada. Puis toi, tu vas nous parler de la bière qui tue. La bière qui tue, il mange seulement le son dramatique. Ouais, en 1966, au Québec, il y a une maladie inconnue qui va frapper des grands buveurs de bière dans la ville de Québec, uniquement dans la ville de Québec. C'est important de mentionner ça. Ça se décline dans le genre 6 mois de problèmes cardiaques qui n'étaient pas présents, et puis une crise finale qui va durer 24 heures puis qui va déboucher sur un décès pour plusieurs personnes. Ça va faire une vingtaine de victimes. Et puis, il va y avoir au-delà de 40 personnes qui vont être atteintes, dont la moitié vont décéder, comme on peut voir. Puis, il y avait tout quelque chose en commun. Ces gens-là, c'était un des assez gros buveurs de bière, puis ils consommaient toute la même marque de bière, c'est la bière Dow. Pour ceux de notre âge, on a vu passer beaucoup de marques de bière, puis à l'époque actuelle, avec les nouvelles mentalités, là, la bière n'a plus d'alcool, et puis la consommation d'alcool en général est vraiment minime. Aujourd'hui, c'est une question de santé. Et puis, mais à l'époque, on pouvait parler jusqu'à une consommation régulière, quotidienne, de 3 litres par individu, 3 litres de bière par jour. Et puis ça, ben, à Québec, c'était une tradition. Elle allait même plus loin que ça. La bière d'Or, la brasserie était située sur l'emplacement original, la première brasserie au Canada, finalement, en Amérique, c'est la brasserie de Jean Talon. Et puis, D'Or, c'était pratiquement une icône dans le domaine Faut se rappeler brassicole. C'est l'époque où dans les bars et les tavernes, on vous servait de la grosse bière. À l'époque, pour 2 $, un gars avait 20 verres de bière à la taverne. Et puis, ça, la bière, ça a toujours été, dans toute l'histoire, une commodité qui était très, très, très désirable, produite. Les premières industries à s'installer, c'était souvent vinicole, brassicole. Quand, par exemple, c'est une nouvelle colonie ou, en ce qui nous concerne, c'est la Nouvelle-France. Alors, la bière a suivi, ça n'a pas été trop long. Maintenant, évidemment, c'est devenu une industrie avec les années. Puis, ça a débouché sur Canadian Brewery. Et eux autres, ils possédaient 6 des grandes bières distribuées au Canada. Ceux qui se souviennent, il y avait la Black Label, la Old Vienna, la O'Keeffe, la Dow, la Black Horse, qui a été très populaire, je me souviens de ça aussi, puis de la Red Cat, la première fois que je vois ça. Là. À plus petite échelle, il y avait 2 autres groupes industriels aussi qui étaient dans ça, qu'on connaît aujourd'hui, c'est Labatt puis Molson. Puis eux autres étaient à l'époque en pleine ascension, mais à Québec, c'était vraiment le marché. Et puis là, on parle de 85% du marché. Dans la province, on parlait de 50%. Fait que c'était quand même une marque très, très reconnue. Je le sais, dans les années 70, j'habitais à Québec. Et puis, il y avait encore la Dow à l'époque, bien qu'elle était sur ces dernières heures. On va voir D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une blague qui circulait où on disait toujours à quelqu'un « Voyons, mon bon ami, pensez-y donc. » Et ça, c'était la publicité de Dow. Ouais. Dow a été les premiers à faire diffuser des publicités typiquement québécoises. Puis le personnage que tu parles, c'est mon Joe qui arrive. Puis là, c'est l'automne, puis les doubles châssis, ça va ensemble dans notre pays. C'était très poétique. Mais il faut pas faire d'acrobatie. C'est dans ce temps-là que Petit Joe arrive. Et en vous disant, voyons, mon bon ami. Hey, on se disait ça dans le temps. On a beau pas être des peureux, mais des châssis doubles, ça se passe à 2. Pensez-y donc. Il nous faisait penser. En tout cas, j'ai trouvé sympathique ces publicités-là, puis est arrivé pour la BAT 50, Olivier Guimond, puis là, on a vu le début des publicités typiquement puis, québécoises, puis c'est par la bière. Puis aussi, elle avait un attribut, cette bière-là, c'est qu'elle avait un bon gros collet de mousse.
Ça, c'était désirable pour les buveurs de la ville. Hein. Je me souviens d'avoir vu une belle photo en noir et blanc de Maurice Richard qui levait un verre de bière avec la colle qui dépasse. Puis, c'était à l'époque aussi, ça a toujours été, mais c'était une consommation à 3 litres par personne. C'est fou. On a été au Québec, au milieu des années 70, les plus gros consommateurs de bière au monde pendant une couple d'années. Maintenant, tout ça va commencer tranquillement. Chez Molson, il y a un ami du directeur du marketing qui va l'aviser. Il y a une nouvelle qui s'en vient à Québec. Et puis, prépare-toi parce que ça va être une grosse affaire. Le docteur Yves Morin, cardiologue à l'Hôtel-Dieu, est confronté à des cas particuliers que j'ai mentionnés tout tantôt qui vont déboucher sur des décès. Puis là, ça touche des hommes entre 30 et 40 ans. En 65, les cas se sont multipliés et puis là, on découvre qu'il s'agit de gros buveurs de bière, mais il n'y a pas une marque qui est mentionnée. Ça, c'est important de le dire. Quand le docteur Morin communique avec Santé Canada, on l'avise de tenir sa mort. Là, on a des fonctionnaires qui protègent la direction de Canadian Brewery en disant, bon, mais là, tenez ça mort, on parlera pas de ça. C'est drôle quand on pense à ça en comparaison avec ce que c'est aujourd'hui. Là aussi, il y avait 60% des buveurs de bière, c'était des employés de débardeurs, par exemple, qui travaillaient dans le secteur du port. Ça posait quand même la question, puis il faut savoir que la bière brassée à Québec était quand même distribuée à travers tout le Canada. Là, ça va quand même, et puis c'est uniquement à Québec qu'il y a eu des problèmes. Il n'y en a pas eu ailleurs dans les autres lieux de distribution. Là, à ce moment-là, il va y avoir une sortie de la direction de Dow, Pierre Gendron, qui est lui-même un chimiste. Il va aller publiquement à la télévision dire que depuis quelques semaines, des experts officiels ainsi que des organismes privés ont fait la qualité d'analyse sur la bière. Puis les résultats des expertises démontrent que tous les produits de toutes les brasseries sont sains et tout à fait conformes aux normes canadiennes. Mais on sait que c'est Dow qui fait l'annonce. Donc, il vient automatiquement de mettre une pancarte sur lui. « Hey, la bière Dow qui est en question ici. » Même s'il fait cette déclaration-là, la compagnie va quand même récupérer toute la bière qui a été vendue. On parle de 500 000 gallons de bière qui vont être jetés au fleuve Saint-Laurent. Et ça va contribuer fortement. Exactement. Maintenant, on conclut rapidement. Là, encore 2-3 minutes. 2-3 minutes. Alors, après, non seulement avoir récupéré la bière comme ça, ils vont aussi nettoyer toutes les cuves, ce qui va coûter un autre million de plus. On parle d'une perte d'environ quand même 8 millions de dollars en 1966. Mais ça va être le coût fatal, on peut l'imaginer. Là, ils vont reprendre la production de la bière, mais déjà, les consommateurs sont retournés vers la compétition. Il y en a qui vont revenir à la Dow. J'en ai bu en masse de cette bière-là, puis elle était très, très, très bonne. Il n'y a jamais eu... Mais par contre, là, il y a des manœuvres de la part de la compétition. On va revoir sortir d'autres, surtout dans des journaux comme Allopolis, Photopolis. On va accuser de contamination, entre autres, des bouteilles. Et puis, la compagnie va cesser sa production dans les années 80 à cause de cette histoire-là. Par contre, une fois que le sel de cobalt qui était utilisé pour faire mousser la bière. À Québec, on avait augmenté la quantité de 16 fois plus de sel de cobalt. C'est à ce moment-là que s'est produit l'événement en question, qu'il y a eu des décès. En 1966, Santé Canada interdit l'utilisation du sel de cobalt. Il n'y a plus jamais eu de cas après. Donc, le docteur Morin, dans son livre « Les cœurs tigrés » pour décrire les blessures au myocarde, là, mentionne le fait que c'est probablement le sel de cobalt qui était... On ne le saura jamais. Qui était utilisé à l'époque comme beaucoup de produits dont des fois on ignorait les effets, que c'est toxique, mais puis c'est pas toujours, même si c'est souvent le cas, genre, comme ça a été le cas de la cigarette, c'est pas toujours parce que les compagnies le cachaient volontairement. Mais on doit dire aussi que la compagnie Dow, en dehors de toute obligation, a dédommagé des victimes aussi en argent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de filet social. Ce que je vois là-dedans, c'est pas un aveu de culpabilité ou quoi que ce soit, c'est une compagnie qui s'est impliquée socialement.
C'est ce que je vois plus qu'un complot ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour redorer leur image. Entre autres, mais c'est une gestion de crise. Ils l'ont fait maladroitement, notamment quand ils ont détruit les stocks de bière et les jetaient dans le Saint-Laurent. Pas oublier que ça s'est fait en plein jour, devant tout le monde. C'était public. C'est comme... Mais ils ont dit que c'était dans un but de ne pas prendre de chance, évidemment, de prévention. C'est ça, mais l'image est épouvantable. Mais Canadian Brewery commençait déjà, j'imagine, à se débarrasser de ce qui fonctionnait pas bien. De ce qui était moins rentable, puis ça, c'est typique aussi. Mais le docteur Morin l'a bien mentionné, s'il n'y avait pas eu de sortie de la part de la direction, on boirait peut-être encore dedans aujourd'hui. C'est ça. C'était un cas particulier comment je dirais, c'est pas qu'il n'y avait pas du tout de problème, mais probablement qu'on aurait trouvé les mêmes affaires les mêmes choses dans les autres. La presse aussi. Le Journal de Montréal n'a pas hésité là, à dire qu'il a fait des centaines de victimes et puis c'est la bière qui tue. C'est la bière qui a été tuée. Oui. À l'époque, il ne faut pas négliger non plus l'importance des ce qu'on appelait les journaux jaunes. Voilà. Genre Allopolis et plusieurs autres. Il y en avait toute une pléthore de ces journaux-là qui étaient lus par énormément de gens, et surtout dans la classe ouvrière, qui étaient les gros buveurs de bière. À 3 litres par jour. Alors, quand on lit que le produit qu'on boit est peut-être cause de crise cardiaque et qu'on est le gros consommateur, ça ne peut pas ne pas faire mal à la compagnie. 2 mois plus tard, 500 000 gallons qui sont jetés dans le fleuve publiquement, les cuves qui sont complètement nettoyées. C'est comme avouer qu'il y a un problème, même si c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qui a été frappant aussi, c'est le silence de Santé Canada à l'époque qui disait au docteur « Tiens ça mort, parle-en pas, rends pas ça public. Parce que ça va nuire au commerce. » C'est ça. C'est ça, exactement. On est en régime capitaliste. Voilà. Moi, je vais parler... merci. C'est intéressant. C'est un rappel des faits divers, mais qui a été marquant. C'est ça. Exactement. Exactement. Moi, je vais parler d'un personnage qui a été marquant à sa manière aussi, qui n'a pas laissé un bon souvenir. C'est le maréchal Idi Amin Dada. Alors, Idi Amin Dada Oumé, de son vrai nom, de son nom complet, né le 30 mai 1928, mort le 16 août 2003. Ça, je l'ai appris en faisant sa mort, je l'ai appris en faisant la recherche parce que ça faisait un grand bout de temps qu'on n'entendait plus parler de lui. Il a été le 3e président de l'Ouganda de 1971 jusqu'à son renversement en 1979. Puis il a régné comme dictateur militaire et reconnu comme un des despotes les plus brutaux et les plus sanguinaires que l'Afrique a connus aussi. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce personnage-là? On parle de l'Ouganda, donc petit pays situé au sud du Soudan et au nord du Rwanda, du Burundi, avec à l'ouest le Congo, et à l'est la Tanzanie et le Kenya. On est dans la partie qui a été britannique de l'Afrique, parce que l'Afrique a été colonisée par plusieurs pays européens, mais là, il est entouré à part le Congo qui était belge, tout le reste autour de lui, ça a été britannique. Donc, Idi Amin naît sous le régime britannique et fait dans une ethnie du nord de l'Ouganda, pas une des plus importantes, et une de celles qui sont musulmans. Il rejoint l'armée britannique, les King's African Rifles, d'abord comme cuisinier, et il gravit les échelons, va devenir éventuellement lieutenant, mais ça plus tard parce que en général, il n'y avait pas d'officiers, il n'y avait pas beaucoup d'officiers africains dans les armées africaines, en guillemets, de l'époque coloniale. Les Britanniques, comme tous les colonisateurs d'ailleurs, c'est pareil, les Français, les coloniaux, on gardait les indigènes, comme on les appelait, au bas de l'échelle. C'est quand on arrive à la fin des années 50 que là, on voit qu'on s'en va vers l'indépendance. On ne pourra pas garder ces colonies-là. Alors là, on se dépêche à faire des promotions. Je me trompe-tu en disant qu'il créait quand même une élite pour gouverner? Pas une élite pour gouverner, pas vraiment, parce qu'il y en a des Africains qui sont allés étudier en Europe, etc.,
mais c'est pas à eux qu'on donnait des postes importants dans les colonies, parce on trouvait que ces gens-là étaient justement un petit peu trop indépendants. On voulait des gens obéissants. Et il y avait des écoles, par exemple, il y avait un régime d'école, mais il n'y en avait pas beaucoup des écoles. Puis c'était l'école primaire, secondaire. Donner un exemple, au Kenya, il y avait une école de médecine, mais ils formaient juste des infirmières, pas de médecins. Alors, et dans l'armée, on gardait les gens, comme j'ai dit, au poste subalterne, mais là, on s'en va vers l'indépendance. Faut les donner des promotions. Signalons que Idi Amin a servi dans des conflits, notamment contre les rebelles somaliens et la rébellion Mau Mau au Kenya dans les débuts des années 50, qui a été réprimée de façon totalement sanguinaire par les Britanniques et où on a pratiqué la torture abondamment aussi, les Britanniques, sur les prisonniers Mau Mau. Entre autres, le grand-père de Barack Obama a été torturé dans ce contexte-là. Et d'abord, les Africains n'ont absolument aucun mot à dire dans le gouvernement des colonies. Et en plus, en Ouganda et dans les colonies africaines. Il faut savoir que l'Empire britannique avait deux types de gouvernements. Là, j'exclus les Dominions comme le Canada et l'Australie. Il y avait le Indian Civil Service. Ça, c'était pour l'Inde, les Indes britanniques qui comprenaient la Birmanie et le Pakistan à l'époque. Ça, eux autres, il y avait un système de fonctionnaires formés avec des écoles pour ça, recrutements par examen. Donc, il y avait des gens compétents. Sauf qu'on ne les faisait pas montrer trop haut dans la hiérarchie, mais beaucoup étaient assez compétents pour le devenir, puis ils vont pas monter, puis ils vont le prouver au moment de l'indépendance. En Afrique, c'est pas comme ça que ça marche. En Afrique, c'est le Colonial Service. Là, je dirais presque qu'on recrute n'importe qui. N'importe qui vient soit de la Grande-Bretagne ou des Dominions, comme le Canada, l'Australie, on peut. Il y a même eu des Québécois qui ont travaillé pour le Colonial Service en Afrique. Signalons que comment dirais-je? Là, je dis, on recrute n'importe qui et n'importe quoi. Ça ne demande aucune compétence. On leur demande pas de connaître le pays avant d'arriver. On les parachute là et là, ils ont le pouvoir pratiquement absolu sur les masses indigènes. C'est pour ces gens-là c'est sous ces gens-là que Idi Amin Dada, comme beaucoup de futurs dirigeants africains, est formé. Si on peut appeler ça comme ça, formé parce qu'il était quasi analphabète. Le jour où on a commencé à le payer par chèque, comme les autres officiers, parce que maintenant on l'a monté officier, puis les officiers étaient payés par chèque au lieu d'être payés en argent comptant, Idi Amin s'est mis à faire des chèques. Il n'avait pas compris qu'il fallait avoir de l'argent dans la banque. Il a fallu se remettre à le payer en argent liquide. C'est dire son niveau où il était. Le niveau des généraux, des officiers qui ont été promus vers la fin de l'époque coloniale, là-dessus, il n'est pas très exceptionnel. Donc, Idi Amin va être promu général juste avant l'indépendance. Il est parti de simple soldat général, sans jamais avoir passé par une école d'officiers, d'ailleurs. Et il va être promu, après l'indépendance de l'Ouganda, va être promu commandant adjoint de l'armée en 64, commandant en 66. Le président de l'époque s'appelle Milton Obote, premier et dernier président élu de l'Ouganda. Et là, en 1970, Idi Amin devient commandant en chef des forces armées. Et en 1971, fait un coup d'État, il renverse Milton Obote. Ça a été classique pas mal dans l'époque britannique. Et là, ça devient dans les anciennes colonies. Et là, ça devient une dictature militaire. Là encore, je vous ai décrit un peu comment fonctionnait le gouvernement des colonies. On n'était pas en démocratie encore non plus dans le temps des Britanniques. Et il y a un autre aspect, c'est que les lois, entre guillemets, parce que je mets des guillemets, qui gouvernaient ces pays-là, ces colonies-là, étaient la plupart, ça marchait à coup de loi d'exception. Aussitôt qu'il y avait un peu d'agitation, imaginez la loi des mesures de guerre, mais on la garde. On rajoute les lois sécuritaires nommées par Stephen Harper. On rajoute la dernière loi sur les régimes d'urgence, les mesures d'urgence, sans jamais abolir la précédente. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour donner un exemple, juste à côté de l'Ouganda, il y a le Kenya. En 1964, le président du Kenya, qui s'appelle Jomo Kenyatta,
qui avait été un combattant pour l'indépendance des années 50, fait arrêter ses opposants. Et là, on dit, ah, quel horrible, c'est une dictature. Mais il a invoqué une loi qui avait été installée par les Britanniques en 1955 et qui avait servi à arrêter les combattants pour l'indépendance, dont Jomo Kenyatta lui-même. Au fond, ils ont poursuivi ce qu'ils avaient vu sous le régime colonial, d'autant plus que, comme je dis, il y avait peu d'écoles et dans les écoles, on enseignait surtout l'obéissance. Vous savez, l'habeas corpus, les droits de la personne, on n'enseignait pas ça en Afrique. Et ceux qui avaient appris quelque chose là-dessus, c'est parce qu'ils avaient étudié en Europe. Et ça, c'est une infime minorité. Et beaucoup de ces gens-là n'ont pas duré longtemps après l'indépendance avant qu'un général finisse par les enlever. Donc, et prendre le pouvoir. Le Colonial Service, ça datait de 1837 et on l'avait séparé, comme je l'ai dit, du service civil indien. Et l'Ouganda, pour faire son histoire un peu, c'est un territoire qui d'abord comprenait 4 royaumes distincts, dont le plus gros était le Bouganda. Il y avait aussi le Toro, puis le Kabaka. Et donc, on avait fait une fédération. Les Britanniques avaient forcé une fédération en 1894. Et le Kabaka, du Bouganda, le Kabaka, c'était le roi du Bouganda. Il a été forcé de signer un traité de protectorat et on a amalgamé les autres royaumes à côté. Quand on s'est dirigé vers l'indépendance, les Britanniques ont décidé qu'ils aiment ça, les monarchies, eux autres. On va garder la monarchie en Ouganda. Et donc, le Kabaka du Bouganda est devenu roi de l'ensemble de l'Ouganda. Mais les autres royaumes, ils n'étaient pas d'accord. Ça m'aurait étonné. Alors, le premier coup d'État, en fait, qui a eu lieu, ça a été pour renverser le roi et installer une république, dont Milton Obote a été le président. Et en 1951, pour donner une idée, Winston Churchill, premier ministre, signe pour le Royaume-Uni, ratifie la Convention des droits de l'homme de l'ONU. Mais le Colonial Office accepte l'article 63-3 qui permet à la Grande-Bretagne de ne pas s'engager à l'appliquer dans ses colonies. Ah, très utile. Hein? C'est ça. C'est dans ce temps-là qu'il y a eu la rébellion des Mormons au Kenya. Et Idi Amin Dada était dans les officiers qui ont été chargés, des soldats qui ont été chargés de la dite rébellion. Et c'est après ça que, au niveau de l'éducation, en parlons-en, il y avait très peu d'écoles pour les enfants africains, d'abord. Et seule une partie de la population, une petite partie de la population suivait vraiment une scolarité. Le programme était conçu pour éduquer les enfants africains à adopter des rôles subordonnés, donc à obéir. Et d'abord conçu pour encourager la soumission aux Européens et la loyauté envers la Grande-Bretagne. Ça va devenir des centres de protestation révolutionnaire, mais en même temps, une fois l'indépendance, ces gens-là, ça continue à enseigner l'obéissance. Et ça allait des écoles primaires aux écoles secondaires, ça n'allait pas plus haut. Le programme était importé de Grande-Bretagne ou d'Amérique du Nord, intentionnellement conçu pour produire des Africains ayant un complexe d'infériorité. On leur apprend que les Blancs sont supérieurs. Et pour ce qui est des Africains éduqués, sont censés se contenter de travailler pour les Européens. Et lorsqu'ils occupent des postes d'autorité, s'assurer que les autres Africains continuent de servir les intérêts du gouvernement colonial. On n'a pas enseigné la démocratie en Afrique. Non. On n'a rien fait pour enseigner ça. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'Empire britannique, surtout des historiens conservateurs, que l'Empire britannique a quand même contribué à répandre les valeurs libérales, les droits de l'homme, etc. Je ne vois pas par où ça aurait passé. On avait tout un système qui visait uniquement à produire des gens obéissants. C'est même étonnant à ce compte-là qu'ils aient fini par se révolter. Il faut croire que c'était un peu dur à endurer au bout d'un certain temps. Mais bon, il ne faut pas s'étonner après, quand des gens que les pays deviennent indépendants, que la démocratie, c'est pas dans les priorités. Personne n'a appris comment ça marche, essentiellement. Dans le cas d'Idi Amin Dada,
Donc, carrière militaire, il a été impliqué dans des activités militaires illégales, comme l'importation clandestine d'ivoire et d'or avec le Congo en 1965. Pour ce qui est de ses antécédents, à part d'avoir servi dans l'armée, ben, il a été champion ougandais de boxe de 1951 à 1960, nageur et joueur de rugby. Il faut dire que Idi Amin mesurait 6 pieds 3 pouces et pesait 260 livres. Il a d'ailleurs fait des déclarations absolument qui faisaient rire beaucoup dans le temps, comme d'écrire une lettre à Mme Golda Meir lui disant qui commence par « Je mesure 6 pieds 3 pouces, je pèse 260 livres et j'ai peur de personne ». Envoyer ça au premier ministre d'Israël. Je suis pas sûr que son gabarit a grand-chose à voir avec les événements. Donc, Idi Amin va, on pense, faire tuer 300 000 personnes à peu près durant son règne, opposant et peut-être opposant, va chasser d'Ouganda la minorité indienne, asiatique, et donc, et qui va en partir avec son argent, parce que c'était une minorité relativement riche, c'était eux qui avaient tout le commerce en Ouganda, va jeter certains de ses ennemis aux crocodiles. En fait, va tellement en acheter qu'à un moment donné, les crocodiles les mangeront plus, les cadavres vont échouer sur le bord des rivières. Et là, en 1960, va finir par être boycotté par tout le monde, va changer de côté. Au départ, il était pro-occidental, va virer de bord et va devenir pro-soviétique. Mais même aux Soviétiques, à un moment donné, il va être insupportable. Il va être boycotté par tout le monde. Et il va avoir l'idée intelligente d'attaquer la Tanzanie, le pays voisin, et son armée va se faire battre parce qu'ils n'ont plus d'essence ni de munitions. Et là, il va partir en fuite et il serait mort il a vécu en exil en Libye, en Irak et en Arabie Saoudite, où il serait mort en 2003. Il faut ajouter qu'étonnamment, pendant un bout de temps, alors qu'il était au pouvoir, il était extrêmement populaire à travers l'Afrique. Et je dirais qu'on s'en étonnait à l'époque. Voyons, comment un gars comme ça peut être populaire. Mais en fait, dans le reste de l'Afrique, d'abord, c'est pas là qu'il tuait des gens, c'était juste dans son pays. Et pour comprendre ça, je pense qu'il suffit de regarder Washington aujourd'hui. Plein de gens ont voté pour Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'ils détestent les mêmes choses. En tout cas, ils donnent l'impression de détester les mêmes choses qu'eux autres. C'est le président de la haine. Et Ouganda, et Idi Amin Dada, ben c'était ça. Lui, il détestait les anciens colonialistes. Et il les humiliait même quand il pouvait. Ah, ça peut expliquer. Et ça termine notre saison de Histoire à dormir debout pour cette année. Alors, mesdames et messieurs, peut-être à l'année prochaine. Bonsoir.